monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mes pires jobs dans le luxe. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai déjà fait une première partie de ces vidéos où je vous racontais en fait mes petites expériences quand je travaillais dans le luxe. Du coup si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler rapidement de Skillshare. Alors comme vous le savez, je travaille sur les réseaux sociaux, sur Instagram, YouTube, TikTok, etc. Et c'est super important d'avoir un contenu de qualité. Et c'est en ça que Skillshare m'aide beaucoup. En fait, Skillshare, c'est une communauté d'apprentissage en ligne où t'as des millions de personnes qui se retrouvent pour développer leur créativité, leurs compétences, avec des milliers de cours pour des personnes qui sont créatives et curieuses. Par exemple, t'as des cours sur l'écriture, sur la photographie comme moi. T'as aussi le marketing, la productivité. En fait, Skillshare, ça comprend une combinaison de cours vidéo et de projets de classe. Moi, j'ai suivi le cours Les essentiels de la photographie. Prends des photos comme un pro avec ton iPhone. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de perfectionner un petit peu mon contenu sur les réseaux sociaux. Mais le cours que j'ai suivi, il peut en intéresser plus d'un parce que ça concerne la photographie. Ce cours, il était vraiment hyper intéressant. Mon professeur, c'était Sean Dalton, qui est un photographe professionnel lifestyle et voyage. Et la leçon que j'ai préférée, c'est le cours sur les bases de la lumière. Sean Dalton, le professeur, expliquait que les trois choses les plus importantes par rapport à la lumière à comprendre quand tu fais une photo, c'est la qualité de la source de lumière, la force de la source de lumière et la direction de cette source de lumière. Je suis très contente de ce cours en tout cas. Aussi, je précise que les vidéos sont en anglais, mais il y a des sous-titres en français. Sachez que Skillshare, d'ici la fin de l'année, sera disponible en français. Évidemment, comme Skillshare c'est conçu pour l'apprentissage, tu n'as pas de publicité entre tes cours. En plus, tu as des nouveaux cours premium qui sont mis en ligne régulièrement et je trouve ça hyper intéressant d'avoir créé une communauté où tu peux créer. L'abonnement que propose Skillshare, il a vraiment du sens et cet abonnement te donne accès à tellement de choses à découvrir. Et surtout, les convictions de Skillshare, c'est qu'une communauté solide est essentielle au développement personnel. Si vous êtes intéressé pour rejoindre la communauté Skillshare, les 1000 premiers qui vont cliquer sur le lien qui est en barre d'infos auront un mois gratuit au lieu de 14 jours. Je trouve ça hyper intéressant, que ce soit pour les étudiants ou pour les professionnels. Et merci beaucoup à Skillshare d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Du coup c'est parti les copains, on va passer au cœur de la vidéo. Je précise, j'ai jamais parlé de cette anecdote là, j'en ai jamais parlé, que même sur aucun réseau social, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'avait grave marqué. Je travaillais pour une grande marque de luxe internationale, j'avais pas un contrat permanent chez cette marque là et j'étais toujours étudiante. Du coup ce qui se passe avec les personnes qui ont un contrat comme moi, qui sont encore à l'école, etc., la plupart du temps, des fois on te fait bouger de pôle et tu restes pas forcément au pôle où t'étais assigné. Je me rappelle d'une semaine en particulier où j'arrive pour travailler. Il s'avère que cette semaine-là, le pôle presse était ultra débordé. Ils avaient un petit peu du mal parce qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient pas là. En fait, il manquait les assistants, il manquait des gens et il y avait des gens qui étaient en vacances. Donc ils étaient en sous-effectif. Du coup, ma responsable m'avait demandé si je pouvais aller les aider. Moi, à la base, et ça pareil, j'en avais jamais parlé, ce qui m'intéressait le plus dans le luxe, c'était la presse. À un certain moment, à une certaine période, la presse m'intéressait beaucoup. J'avais déjà rencontré les personnes qui s'occupaient du pôle presse et je leur avais déjà fait savoir que j'étais intéressée par ça. Et aussi ma responsable du coup connaissait mon école et savait que j'avais des cours de communication, j'avais des cours de presse, j'avais des cours pour rédiger des articles, j'avais des cours de communication, marketing, etc. Et surtout le diplôme que j'ai passé, c'est responsable marketing et communication. La communication, ça inclut du coup les métiers de la presse, donc du coup ils savaient que j'étais formée sur ça en cours en fait. Donc du coup ma responsable m'explique, bon est-ce que tu serais d'accord pour pouvoir aller aider au pôle presse pendant une semaine, parce que c'est un peu la galère. Plus tu vois de pôle, plus c'est intéressant, et surtout que c'était que pour une semaine. Donc voilà, forcément j'accepte et je lui dis c'est trop cool. Et elle me dit ok, elle m'amène voir la responsable, je la connaissais déjà, du coup elle me laisse avec elle. On discute un peu. Pour ceux qui connaîtraient pas les missions en fait de la presse pour une marque de luxe, en gros c'est eux qui vont faire le lien entre l'actualité de la marque de luxe et les médias. Donc ça peut être par exemple valider des articles qui vont être dans des magazines de mode, des articles que tu vas voir, souvent les marques doivent valider, ça peut être comme ça chez une marque et pas comme ça chez une autre marque. Mais en tout cas, je devais valider un certain article de presse et dans cet article, il y avait des pièces qui venaient de la marque où je travaillais et je devais vérifier si ils étaient bien mis en avant. Dans la matinée, je finis par recevoir l'article en question. L'article, c'était un truc du style choisir sa robe d'été en fonction de sa morphologie. Je me suis dit trop cool et directement moi j'ai pensé au fait que c'est un article qui est hyper top parce que l'été, surtout pour les femmes, c'est une période qui est un peu sujette au complexe. On a peur de montrer nos cuisses, notre cellulite, nos poils. C'est vraiment une saison où voilà, donc je me suis dit c'est trop bien, je vais voir différentes morphologies, différents corps, etc. Et au fur et à mesure où je lis l'article, bon, je vois que de notre côté, les produits qu'ils ont mis c'est bon, ça correspond bien à la nouvelle collection. En fait, ce style d'article, c'est quoi? C'est que tu vas avoir un petit texte instructif, une photo à côté, par exemple, imaginons ils te disent morphologie 8, tu vas avoir un petit texte et après tu vas avoir une photo, par exemple une photo de paparazzi où c'est une star qui porte par exemple une robe en particulier et en dessous tu vas avoir une description
Imaginons en tout petit, donc sur la photo, tu vas avoir un texte avec écrit, pas si c'est Rihanna sur la photo, tu vas avoir écrit Rihanna, le nom de la marque de luxe. Après, tu vas avoir le modèle et le prix. Imaginons c'est telle marque que Rihanna porte qui est associée au 8. Souvent la personne du coup elle va se dire ah ça peut être intéressant, je vais regarder sur internet et je vais acheter le modèle. Et au fur et à mesure que je descends sur l'article, qui est un article je crois d'une double page, je vois que toutes les morphologies sont exactement les mêmes. C'est ou des mannequins, ou des actrices, ou des chanteuses qui étaient toutes ultra fines. Malheureusement, c'est un peu ancré dans les mœurs que la minceur va de pair avec la mode et le luxe. Du coup, bon, je relis l'article, je vois qu'il n'y a pas spécialement d'erreur. Je valide avec ma responsable, je monte l'article, etc. Et j'attends juste de voir sa réaction. Vu qu'on est dans le bureau, on est nous deux, si elle a un petit commentaire à dire, elle va le faire. Elle me dit ok c'est bon, tu peux valider avec le magazine de mode. Et j'ai dit ouais mais tu trouves pas que c'est un peu gonflé qu'ils aient mis que des filles minces? Dans un article on parle de morphologie. Et là elle m'a répondu quelque chose que je n'ai jamais oublié. Elle m'a répondu ouais mais bon dans la mode on préfère les minces, c'est pas moi qui fais les règles donc passe au-dessus. Ça m'a frappée, je me suis dit waouh, c'est chaud quand même. Ces anecdotes que je vous raconte ça fait quand même un moment, j'ai fini mes études, je suis plus en cours. Coucou, c'est la voix du présent au montage. Je voulais juste préciser un truc que j'ai pas précisé dans la vidéo, je sais pas pourquoi. Quasiment tout le monde se rendait compte que c'était pas forcément normal ce type de valeur, mais ils avaient tellement l'habitude de travailler dedans que les instructions venaient de beaucoup plus haut donc ils pouvaient un petit peu rien faire. Heureusement comme vous le savez que ces anecdotes sont assez anciennes et que maintenant les mœurs ont beaucoup plus évolué, donc voilà. Et maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo. Même si maintenant ça a tendance à bien évoluer et je trouve que pour le coup qu'il y a de plus en plus de diversité par rapport au modèle, que ce soit la couleur de peau, que ce soit la morphologie, etc. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, moi je trouvais ça quand même intéressant de le mettre en avant. Je travaillais pour un cabinet de recrutement qui s'occupait de faire du recrutement pour les marques de luxe, donc j'ai travaillé pour plusieurs cabinets comme ça. Une de mes missions c'était de trouver des saisonniers pour l'été, pour les grands magasins. Vers le mois de fin juillet, août, il n'y a plus personne à Paris et du coup c'est intéressant pour les grands magasins d'avoir des saisonniers, etc. En fait comment je trouvais les saisonniers? Déjà je devais appeler les grands magasins, demander bonjour, je travaille pour tel cabinet de recrutement, est-ce que vous avez des besoins, etc. Ok, je m'en occupe. Et il faut savoir un truc, c'est qu'il y a plein de marques qui préfèrent déléguer cette partie-là. C'est pas parce que c'est pas forcément des employés qui vont rester chez eux. La plupart des critères qui revenaient, bon, ce sont les critères en général pour travailler dans le luxe, c'est parler plusieurs langues, c'est avoir une bonne éloquence, bien s'exprimer. Ils aiment bien les personnes qui ont déjà de l'expérience en vente et la plupart du temps, ils aiment aussi les personnes qui ont surtout de l'expérience dans le luxe. Moi, je demandais souvent, est-ce que c'est obligatoire l'expérience dans le luxe? Parce que souvent, les personnes qui ont ce temps-là l'été, ça va être des jeunes. Qu'est-ce qu'ils me disaient? Si la personne présente bien, l'expérience dans le luxe, elle n'est pas forcément nécessaire. Et qu'elle s'exprime bien aussi, super important qu'elle se comporte bien. Avec le temps, j'ai compris que le critère qui présente bien, c'est pas forcément bien habillé. Ils m'ont jamais utilisé le terme s'il est plus beau. Et ils me disaient, si la personne présente bien, il n'y a pas forcément besoin d'avoir de l'expérience dans le luxe. Juste que la personne ait déjà travaillé dans la vente. Ça quand même c'était aussi important, ça passait pas si t'avais jamais travaillé dans la vente. Voilà, je trouvais ça quand même intéressant de le dire. Vous allez me dire, bon c'est normal qu'ils veulent des gens bien apprêtés, etc. Mais c'est vrai que voilà, c'est un truc que j'avais remarqué, c'est revenu avec plusieurs maisons de luxe. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Ensuite, dernière anecdote, du coup je travaillais pour une marque de luxe, je travaillais au pôle digital et je m'occupais de la refonte de leur site internet. Moi aussi qui m'occupais de faire les designs des newsletters, etc. Je me rappelle que quand je venais d'arriver dans cette entreprise, manger c'était un peu tabou. Genre on avait un espace pour manger qui était la plupart du temps désert. Il y en avait plein qui prenaient pas de pause ou qui prenaient des pauses dehors, sûrement pour pas qu'on les voit manger. La plupart des gens étaient minces. Moi quand j'étais arrivée, j'avais pas forcément fait attention à ça. Bon, un truc avec moi c'est que je déteste cuisiner. Quand je pouvais, je achetais dehors. Il y avait un Italien pas loin du siège où je travaillais qui faisait des bonnes pâtes trop bonnes. Et le truc même c'est que quand j'ai vu que c'était un peu tabou de manger, vous imaginez, je me limitais. J'allais même pas au McDo et des trucs comme ça. Manger des pâtes, je me dis c'est pas la fin du monde quoi. Des pâtes bolo, c'est pas la fin du monde et c'est pas le truc le plus gras, c'est pas un kebab. Je crois que j'étais la seule à ramener mes pâtes et tout. S'il y avait des gens qui mangeaient, ils mangeaient des salades ou des petites noix ou des tout petits sandwichs avec du concombre dedans. Et moi je me disais j'ai faim, je vais manger mes pâtes quoi. Dans cette société j'avais pas trop de potes, j'arrivais pas trop à m'intégrer avec les gens. Donc du coup la plupart du temps je mangeais toute seule, mais bon ça a jamais été un truc qui m'a dérangée. Et je me rappelle d'une fois où une collègue, une meuf que je connaissais même pas trop, était venue à ma table et elle m'avait dit discrètement est-ce que tu penses que tu pourras m'acheter des pâtes après parce que toi si tu pars acheter à manger 2 fois ça choquera personne. Sur le coup, j'ai pas trop su comment le prendre parce que je sais que j'ai tendance à être susceptible et vu le fait qu'elle me demandait ça comme si elle me demandait de faire entrer de la contrebande dans l'entreprise, comme si des pâtes c'était un truc mais illégal, qu'elle vienne me voir moi et qu'elle me dise toi ça choquera personne, genre toi t'es personne ou pire, toi t'es déjà bien assez grosse, c'est comme ça que je l'ai pris. Je sais pas, je l'ai pris comme ça surtout que bon toutes les morphologies sont belles etc. Mais en tout cas pour ma morphologie, en tout cas quand je me vois, je me dis pas c'est bon je dois limiter les pâtes et tout, ça va c'est bon au bout d'un moment. Enfin après je sais que moi j'ai tendance à être très ouverte sur les morphologies donc
Peut-être qu'une personne extérieure, si elle est très fine, elle se dirait elle est déjà bien assez grosse, pourquoi elle mange des pâtes. Moi du coup pour ma morphologie, je trouve que si je mange des pâtes le midi et que le soir je mange une salade ou de la soupe, je vois pas où est le problème. Bref, quand bien même si j'avais une morphologie différente et que j'étais 10 fois plus ronde, dans tous les cas ça voulait soit dire t'es personne, t'es transparente, personne te voit, donc c'est pas grave si tu me ramènes des pâtes, et c'est super déplacé. Et si c'est l'autre signification, t'es déjà très grosse, donc si tu ramènes 2 fois à manger, ça choquera personne parce qu'on se dit que tu manges beaucoup. Dans tous les cas, c'est genre déplacé. Franchement j'étais restée dépitée et je lui ai dit mais va t'acheter tes pâtes. Ça m'avait tellement choquée, et du coup elle était partie en levant les yeux au ciel. Alors qu'on se connaissait même pas, je sais pas si elle était venue me bully, je sais pas si c'était une blague ou si elle avait essayé de briser la glace ou je sais pas. Mais j'avais eu une très mauvaise vibe. Voilà, j'avais pas du tout aimé travailler là-bas. En fait, surtout par rapport au cadre et par rapport aux personnes avec qui je travaille. Donc voilà les copains, c'était mes 3 expériences. Dites-moi si ça vous a plu, si ce style de vidéo vous plaît. Comme c'est encore nouveau, j'hésite toujours à rajouter plein d'anecdotes différentes. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît toujours, à me dire si c'est moi qui suis un peu trop drama queen ou si ça vous choque que des choses comme ça arrivent. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite surtout pas à la liker, ça me ferait trop plaisir, à t'abonner à la chaîne et puis à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et TikTok. Et quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.